Quel est le rapport entre Cyberpunk 2077, le Brexit et le souverainisme? Réponse évidente, le monde diplomatique. Remontons au 24 juin 2016, jour de vote de la Grande-Bretagne qui donna à 51,9% la victoire au Brexit. En ce jour historique, enfin, les Anglais sont sortis de cette prison européenne pour retrouver leur souveraineté. À mort la grande finance qui jouait pourtant à domicile dans le pays de la City, le mondialisme des financiers a perdu, c'est le peuple qui l'a emporté, c'est le peuple qui a décidé. Une victoire du peuple peut-être, mais il n'y a pas que lui qui a gagné dans cette histoire. D'autres forces assez inattendues à première vue ont milité, mais vénère, pour le Brexit. Et c'est ce que nous dit le Diplo en nous montrant le bilan de la commission électorale britannique qui s'est chargée de mesurer l'influence des différents lobbies pendant la campagne. En réalité, c'est 2/3 des investissements de campagne du lobby financier qui étaient en faveur du Brexit. En tout, ils ont financé à hauteur de 57% le camp des Brexiteurs contre 36% pour le camp des pro-Europe. Donc en réalité, la finance a massivement milité pour le Brexit, c'est-à-dire une position en apparence souverainiste. C'est un peu bizarre quand même. Et d'après le monde diplomatique, pas du tout. Pas du tout, et pour comprendre ça, en fait, il faut diviser en deux ce qu'on appelle le lobby de la finance. Il y a déjà une première financiarisation issue du monde des banques, des assurances et des sociétés de conseil. Eux, leur objectif, c'est de prendre du pognon issu de l'épargne notamment, et de l'investir ensuite à court terme sur des marchés boursiers, histoire de se faire un beau petit bénéfice. Ça, c'est le monde de la finance qu'on côtoie le plus. C'est genre les grandes banques qui ont en réalité un rôle assez passif dans la société. Depuis des années, des lois sont votées en leur faveur, il y a même des institutions qui sont faites pour eux, c'est ce qu'on appelle l'Union européenne. Ils se font du fric sur notre dos tranquille, ils profitent des lois tranquilles et ils sont bien installés dans leur institution tranquille. Donc en toute logique, ces banques-là, cette finance-là, a largement voté contre le Brexit. Et il y a une seconde financiarisation dont l'image la plus connue est BlackRock. Ce sont des fonds de pension privés essentiellement, qui ne vont pas forcément sur les marchés boursiers pour se faire du fric, mais qui prennent le contrôle d'entreprises pour les diriger, les influencer et créer tout un empire avec. Ils peuvent alors passer des contrats entre deux de leur propre entreprise, en faire couler certaines pour en valoriser d'autres pour au final gagner à tous les coups. La seconde financiarisation, par contraste, elle est beaucoup plus agressive. Et elle ne passe pas forcément par les méthodes institutionnelles pour grandir. Et c'est précisément pourquoi cette finance-là s'est mobilisée à 94% pour le Brexit. Et ouais, en réalité, le monde de la finance est quasiment parfaitement coupé en deux sur cette question de l'Union européenne. Tu as la vieille finance qui est pour l'Union européenne, tu as la nouvelle finance qui est contre l'Union européenne. La question que tout le monde se pose donc, c'est comment ça se fait que les pires vautours financiers soient en faveur d'une mesure, la sortie de l'Union européenne, qui paraît à première vue souverainiste? Réponse, ils sont libertariens. Alors le libertarisme est une sorte d'évolution du néolibéralisme. Pour eux, la liberté de commerce est au-dessus de toutes les autres valeurs et la société doit s'adapter à cette valeur-là. Conclusion, rien ne doit s'opposer à une entreprise qui veut faire son affaire, ni réglementation, ni État, ni traités internationaux. S'ils sont pour le Brexit, c'est pas pour réindustrialiser le pays, hein. Non, s'ils sont pour le Brexit, eux, c'est pour se débarrasser de cette bureaucratie, pour ne rendre aucun compte à qui que ce soit, et transformer la Grande-Bretagne et Londres en espèce de paradis fiscal dans lequel ils vont pouvoir commercer sans aucune entrave. En fait, ils veulent faire de Londres la nouvelle Singapour. Ils veulent pouvoir commercer avec n'importe quel État et n'importe quelle entreprise sans être restreints par aucune loi. Donc oui, ils sont anti-Union européenne, mais au fond, ils sont aussi anti-protectionnistes. En fait, ils veulent juste détruire l'État. Les penseurs du libertarisme sont clairs. L'État doit se désengager de l'économie, donc ils doivent tout privatiser. Écoles, hôpitaux, transports, police, justice et armée, pour eux, l'État n'a qu'un seul rôle en réalité, s'assurer par la force que rien ne soit collectivisé ou approprié par l'État lui-même. C'est-à-dire préserver leur ordre social. Mais s'il n'y a plus d'État, ça veut dire qu'il n'y a plus de taxes. Donc oui, les financiers sont contents, mais résultat, la misère, elle se multiplie. Tu as beaucoup de pauvres, d'inégalités, et donc forcément, tu as des mouvements sociaux qui vont arriver pour essayer de forcer un peu la redistribution des richesses. Surtout que si les libertariens sont libertariens, c'est pour accumuler un maximum de pognon, hein. C'est pas pour les filer aux pauvres ou je ne sais quoi. Donc dans un pays comme ça, il y a une grande contestation qui va naître forcément. Et comment les libertariens, quasiment des religieux de la liberté individuelle, répondent à ce problème? Avec de la répression en fait, en limitant un maximum les libertés publiques et en ne donnant aucune liberté d'expression politique.
Ce qui est un peu contradictoire, je suis d'accord, c'est un peu de la merde, on est d'accord. Donc ils sont libertariens pour se faire du fric, mais pas pour la liberté des individus de penser, d'agir, de s'organiser, quoi. C'est pas ouf, vraiment. Et c'est marrant de remarquer que les libéraux, ils appellent libéral ce qui est une pensée ou des propositions de loi ou voilà, de la politique qui leur permet en fait de se faire plus de fric. Liberté égale pognon pour eux. Alors que pour nous, leur liberté, concrètement, c'est de la misère et c'est de la répression. Donc faut pas se laisser avoir, c'est pas parce qu'ils utilisent le mot liberté qu'ils sont vraiment libérales, tu vois. Mais qu'on soit d'accord, vraiment, le libertarisme, c'est pas une conviction. Alors oui, il y a des livres, il y a des pages Wikipédia, il y a des trucs qui font que le débat philosophique, mais en fait, non. C'est juste une pensée qui a été construite pour légitimer les pires dominations et rien de plus. C'est quelque chose d'uniquement politique. Ce lobby est ultra présent en Grande-Bretagne. Ils ont même une rue qui accueille plusieurs de ces think tanks. Des think tanks, c'est des cabinets de conseil en gros, hein, mais c'est juste un peu plus cool que des cabinets de conseil parce qu'ils s'appellent think tank. Et du coup, ces gens-là, ils bossent chaque jour sur la question grâce aux subventions de la seconde financiarisation et de ses alliés comme l'industrie du tabac. Qui est aussi en faveur d'une déréglementation, étrangement. Des groupes organisés dans un réseau mondial appelé le réseau Atlas qui arrivent à placer leurs pions un petit peu partout. Par exemple en Grande-Bretagne, Richard Tice, un grand gérant libertarien d'un fonds de pension immobilier privé, a été nommé par Nigel Farage comme président du Brexit à l'époque du référendum. Nigel Farage qui donc tient des positions dites souverainistes, il l'annonce, hein, il veut défendre l'intérêt des gens, il veut réindustrialiser le pays, etc. Mais concrètement, il ne fait que servir la soupe aux plus grands financiers de son pays, quoi. Mais évidemment, il le fait de manière patriotique. Voilà, que ce soit clair. Conséquence, le ministre de l'économie anglais depuis 2020 s'appelle Rishi Sunak. C'est un libertariste qui a fait sa richesse grâce à des fonds de pension qui ont accéléré la crise de 2008, mais qui gère aujourd'hui un fonds de couverture qui permet de sortir les enfants de la pauvreté en accumulant un maximum de fric pour lui. Aux États-Unis, mais aussi en Europe, le courant mobilise à travers ce qu'on appelle la droite alternative qui prône le libertarisme, la poursuite de l'œuvre thatchérienne, l'euroscepticisme, l'atlantisme, l'autoritarisme, le climato-sceptisme. Une ligne qu'on retrouve chez Trump, mais aussi chez le parti du Brexit, par exemple. Mais c'est surtout aussi tout le milieu, tu sais, des nouvelles technologies, de Google, de machin, de trucs là, qui sont eux évidemment ultra-libertariens, mais qui sont aussi transhumanistes. Et c'est précisément cette société qui a été mise en scène dans le jeu Cyberpunk 2077. Mais Keanu Reeves, ce bordel. Un monde sans État, partagé entre les compagnies les plus puissantes du monde qui gèrent des villes entières. Tout est régi par l'argent et le jeu des grandes corporations. La liberté de commerce est totale, ça veut dire que la pauvreté et la misère est partout et que c'est cette pauvreté qui pousse à l'action. S'il y a bien une police, on voit aussi que les médias privés font un gros travail de lobbying pour la privatiser. Une société où ce sont les grandes entreprises qui décident de tout sans aucune contrainte démocratique. Bah oui, avant tu avais la bourgeoisie commerçante qui devait lutter contre les royalistes et contre les socialistes, et du coup l'élection qu'ils truquaient, ça leur permettait en fait de légitimer leur pouvoir. Mais maintenant t'as plus de royalistes, t'as plus vraiment de socialistes, et du coup pourquoi en fait ils gardent la démocratie? Pourquoi est-ce qu'ils prendraient le risque de faire des élections, de donner la parole à des opposants politiques, etc., alors que concrètement, bah t'as plus aucune opposition. Bon, ça c'est dans leur tête évidemment, hein. C'est pas du tout vrai en France, ça l'est pas vraiment en Grande-Bretagne, ça l'est pas vraiment aux États-Unis, mais c'est comme ça qu'ils voient les choses. Eux, leur rêve, c'est de faire une Singapour. Singapour, ils s'emmerdent pas vraiment avec un système politique qui est truqué de base, ils surveillent tout le monde et ils laissent les gens pas décider, c'est juste des acteurs économiques parmi d'autres, il n'y a plus vraiment de politique, tout est décidé par les grosses entreprises. Et en France, nous avons notre petit Macron national qui privatise beaucoup, mais pas totalement. L'hôpital public est détruit pour les plus pauvres, c'est de plus en plus pourri, mais ça reste là, pareil pour l'école ou la justice. Il y a de très nombreuses lois, une administration ultra forte, une politique étrangère pas du tout neutre et un pouvoir public puissant. On est donc dans un modèle classique du néolibéralisme où ce sont les bourgeois bien installés, genre Bolloré, Arnault, Lagardère, qui se servent de l'État pour servir leurs propres intérêts et qui ne veulent pas du tout détruire cet État. Bref, tout ça pour dire que tu as un nouveau courant dans le libéralisme qui est porté par des milliers et des milliers de gens qui sont financés par les plus grosses entreprises de la planète et qui commencent à s'implanter un petit peu partout et qui reprennent des discours qui sont en apparence souverainistes et donc il faut savoir les identifier pour se protéger de ça. En France, on retrouve ça un peu chez la Le Pen, mais aussi chez Maréchal Le Pen et Zemmour surtout là, qui eux en fait n'ont pas de vraie position économique, tu sais, si ce n'est désengager l'État le plus possible. Et vu qu'ils veulent surtout pas gérer le côté économique pour laisser ça machin, en fait ils parlent que des sujets sociétaux, c'est ce qu'ils font. Alors oui, il faut sortir de l'Union européenne pour récupérer notre souveraineté. Mais la grande question qu'il ne faut surtout pas oublier de se poser juste après avoir dit ça, c'est on fait quoi de cette souveraineté une fois qu'on l'a? On en fait quoi? C'est pour ça que le souverainisme en soi,
Ça n'a pas de sens, c'est un outil, mais c'est pas une finalité. Alors utilisons les vrais termes et les vraies pensées. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on appelle la vraie démocratie, qui dit tout simplement, ce ne sont pas aux entreprises privées ni aux règles du marché de décider de la politique, de ce qu'on doit produire et à qui ça profite. Dans une vraie démocratie, on décide de nos lois, de notre économie, de nos choix de société. Pas de milliardaires et pas de misère, pas de banques privées et pas de manque de moyens pour la transition écologique. Un souverainisme total mis au service de l'intérêt commun. Et ça s'oppose pas à la liberté. Non, c'est leur terme ça. Quand on dit ça, on s'oppose à la dictature des riches qu'ils veulent nous imposer pour flinguer nos libertés à nous et toute possibilité de vivre dans une société à peu près égalitaire. Bref, c'est pas parce qu'il y a des gens qui crachent sur l'Union européenne que c'est forcément nos copains. Voilà, c'est la morale de cette histoire. Donc conclusion, mort au néolibéralisme, ça ne change pas, mais aussi du coup mort au libertarianisme et vive la démocratie. Voilà, la démocratie partout, tout le temps, avec tout le monde. Et pour la fin, petite vidéo pour vous prévenir qu'en ce moment, au Canard, on est en plein dans le financement participatif qui va nous permettre de tenir encore un an, d'embaucher encore plus de gens pour avoir des vidéos de manière plus régulière, plus approfondie, mieux mise en scène, etc., etc. Donc si tu veux nous filer un coup de main et faire en sorte que le Canard continue de grandir, on te met tous les liens en description. Et en attendant, des bisous.